Nous sommes de retour sur le plateau de Canal Matin, il est 7h passé de 40 minutes et nous allons retrouver tout de suite Monsieur Patrick Christian Debeau qui s'intéresse ce matin, non pas à un sujet, hein, même pas à deux, mais à trois, carrément. Et un regard triphasé ce matin. Le regard est triphasé, c'est ça. Et vous signez un autre numéro de regard sur l'actu, monsieur, bonjour. Bonjour Sophane, bonjour à Thierry Carole, c'est un plaisir d'être là, je vous souhaite déjà un bon début de week-end ainsi qu'à nos nombreux téléspectateurs ce matin. Votre vision est plutôt énorme. On dit très énorme. Des sujets, il y en a tellement. C'est vrai, parfois on a l'embarras du choix. Et quelquefois, si on peut en avoir un sur lequel on dit un mot, tant mieux. Alors, c'est vrai que tous les jours, je décris un petit peu l'état de nos villes et de l'urbanisation aujourd'hui. Ben, on va commencer par ce sujet-là, si vous voulez bien. Alors, je veux bien savoir quelle est la visibilité pour l'urbanisation de nos villes aujourd'hui, monsieur Debeau. Oui, le prétexte est d'ailleurs tout trouvé, même si il n'est pas direct avec la journée qui était consacrée à l'échelle mondiale à la population. Le Cameroun aussi faisait partie. Le questionnement de l'évolution démographique dans notre pays, sur le continent et à l'échelle mondiale, permet aussi d'évoquer la question justement des localisations de ces peuplements. Comment est-ce qu'ils s'installent, dans quelles conditions ils vivent. Et si on a fini d'évoquer la question sur le plan général, on peut la ramener aux conditions dans lesquelles nous vivons. Se développent à la fois nos espaces d'habitation, même à l'échelle rurale, et encore un peu plus dans les centres urbains, comme les villes de Douala. Et nous avons ce regard-là parce qu'effectivement, on se rend compte aujourd'hui qu'à défaut de crier sur ce que quelques-uns considèrent comme étant l'absence des plans d'urbanisation pour justement faire face à la poussée démographique, ou même, il faut le relever aussi, à ce que quelques-uns évoquent comme étant l'exode rural, où on a de plus en plus l'impression que les zones rurales se vident au profit de nos centres urbains. Ça n'est pas un phénomène qui date d'hier, mais un phénomène qui s'accroît au fil du temps. Et une des réponses qui devrait éventuellement répondre à ce phénomène, en dehors des questions d'emploi et de la qualité de la vie, c'est le cadre dans lequel cet amassement démographique-là devrait pouvoir s'exprimer. Est-ce que les conditions, tout au moins de résidence, pas forcément dans la vision d'un caractère luxueux, ces conditions-là sont réunies? Autant de questions qu'on peut poser quand on regarde effectivement comment se développent nos villes. Elles se développent avec ce qu'on appelle, bien évidemment, le désordre urbain. On a déjà évoqué, certains évoquent l'absence justement de plan d'urbanisation, de visibilité à court et à long terme, pour ne pas parler même de l'absence d'imagination dans ce que l'urbanisation devrait pouvoir représenter et apporter comme réponse à la poussée démographique. Et on peut prendre des exemples comme cela et se rendre compte qu'aujourd'hui, tout le monde peut afficher un permis de bâtir, mais parfois il faut regarder là où les gens construisent et là où ils ont eu ces permis de bâtir, même si dans ce phénomène-là, il y a beaucoup de tricheurs. Et le phénomène se représente avec des cas sociaux qui arrivent souvent, parce que lorsque vous voyez des casses dans certaines zones, qu'elles soient marécageuses ou on dirait des zones d'utilité publique ou utilisées, vous allez vous rendre compte que très souvent, certaines des personnes qui sont cassées ont des titres fonciers, des autorisations. Comment elles font pour arriver dans ce niveau? Vous avez des zones marécageuses, je ne voudrais pas les citer ici pour ne pas indexer certains quartiers, où vous allez voir comment est-ce que les populations et les habitations se développent, des constructions, et parfois des plus luxueuses. Vous vous imaginez bien que certains vont vous brandir à la fois des titres fonciers, des permis de bâtir, et pourtant l'autorité en charge vient dire qu'elle n'est pas reconnaissante, en tout cas qu'elle ne reconnaît pas cette situation de construction. Et donc cela pose des questions. Et plus grave, regardez même dans ce que nous appelons, et qui reste d'ailleurs une des belles initiatives qui a quand même eu du côté des pouvoirs publics, la construction des camps cycles. Même si aujourd'hui, pour quelques-uns de ces camps cycles, c'est vraiment regrettable de regarder ce qu'ils sont devenus. J'ai en mémoire, par exemple, ce camp cycle de la Cité Verte que nous avons vu en construction, qui était un petit joyau, l'ancien et le nouveau. Si vous allez aujourd'hui à la Cité Verte, sans doute vous verrez des bâtisses, c'est à Yaoundé, je ne voudrais pas citer le cas de ce que nous avons à Douala, des bâtisses qui culminent, certaines qui ont poussé, et vous verrez, et c'est ça le plus grave, que la modélisation de ces camps cycles a totalement changé. Oui. Vous aviez des immeubles, vous aviez des appartements. Aujourd'hui, chacun qui s'est acheté ou qui a acquis un appartement le transforme en immeuble. Je ne voudrais pas m'aventurer sur le plan des conditions techniques de la transformation d'un appartement en immeuble. Mais le plus grave, c'est qu'on ne se rend pas compte que cela défigure totalement
l'image ou la perception de l'urbanisation qu'on avait de ces endroits. Si cela se fait au vu et au su de tout le monde, imaginez-vous ce qui se fait dans des quartiers où on a l'impression que celui qui aura plus de moyens est capable de venir totalement couvrir l'espace de celui qui n'en a pas, l'empêcher même d'avoir l'air et la respiration. Et donc, dans ces conditions, on peut s'interroger en se disant, est-ce que l'urbanisation a encore toute sa place en matière de prévision, de plan et peut-être même de visibilité pour ceux qui en ont la charge. Les populations ne voient peut-être pas à grande échelle ce que cela peut faire, mais une chose est certaine, c'est que cela participe du désordre ambiant de notre environnement et même aussi du désordre qu'on observe dans nos villes. Alors, on va laisser l'urbanisation de côté pour s'intéresser aux médicaments de la rue qui font de la résistance. Tiens. Ah oui, si les mauvaises habitudes sur le plan de l'urbanisation s'installent, imaginez-vous ce que cela peut nous offrir en termes de concert de désordre, d'incivisme et peut-être même aussi d'actes manqués par ignorance ou volontairement. Et on parlait justement de cette question de la résistance des médicaments dans la rue. Et nous avons vu par exemple le sujet que nous faisait notre consoeur et collègue Cathy Nken sur cette question qui résiste. Imaginez-vous le nombre de campagnes. Et le prétexte est tout trouvé. Le ministre de la Santé publique, il y a quelques jours, dans une sortie, fait état de ce que très bientôt, on aura des campagnes pour poursuivre ceux-là qui résistent dans la vente de ces médicaments illicites. Mais la question fondamentale reste celle-là. Comment est-ce que ces médicaments de la rue arrivent à résister malgré ces campagnes, malgré ce qui est appelé un peu comme le combat mené par plusieurs institutions contre ces médicaments? Eh bien, parmi les réponses qui ne sont pas de manière exhaustive et que nous évoquerons ici ce matin, on peut bien voir que la première, c'est que ces médicaments de la rue semblent apporter des solutions, même si ces solutions sont entre guillemets à ceux qui vont vers ces médicaments. Il y a le coût, il y a la disponibilité et très souvent, et c'est encore ce qui est peut-être paradoxal, certains médicaments prescrits dans des centres hospitaliers qui ne se trouvent pas dans des pharmacies indiquées sont parfois retrouvables dans ces milieux-là et parfois même sur indication des médecins qui vous ont prescrit ces médicaments. Allez donc savoir comment ça se passe. Et certaines indications font état de ce que pharmaciens, médecins et autres seraient même les capitalistes de certains foyers de ces médicaments que nous retrouvons dans la rue. Et donc, malgré toutes ces différentes campagnes, on se rend compte que ces médicaments de la rue résistent. Il y a les problèmes économiques, il y a des problèmes d'accessibilité, mais il y a aussi la complicité des acteurs même qui combattent ça. Je veux dire, ceux qui sont pharmaciens, médecins et autres, ils sont impliqués dans cette histoire. Et maintenant, l'autre chose qu'on va voir, c'est de se rendre compte que l'activité de ces médicaments-là, non seulement prospère, nourrit beaucoup de familles, mais ensuite génère un certain business économique qu'on ne peut pas négliger. Et d'où la question fondamentale de savoir si le combat pour l'éradication de ces médicaments de la rue ne réussit pas, comment faire pour réguler ce secteur, pour l'amener dans la norme et pour faire en sorte qu'il ne soit pas un poison lent pour nos populations qui croient y trouver une solution de santé. Voilà. Et alors là, ça devient très très compliqué. Eh bien, ce qu'on va faire, on va laisser un petit peu les médicaments de la rue pour parler d'autre chose. Et donc, c'est vrai qu'il y a une fin de session sur le fond de querelle entre partis de l'opposition et l'Assemblée nationale. Tout le monde l'a vécu, mais c'est un peu bizarre. Alors, la question précédente pouvait s'adresser à nos parlementaires. Ouais. Voilà, c'est bien à eux qu'il revient de légiférer, de nous donner des lois pour réguler ces secteurs, à la fois celui du secteur des médicaments de la rue ou comme celui de l'urbanisation. On espère bien qu'un certain nombre de prérogatives seront davantage prises. Il y a un cadre légal, c'est vrai, mais est-il appliqué? Est-il suffisant? Est-il actualisé par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui? Autant de questions que nous pouvons poser à nos parlementaires au moment où ils achèvent la session, une de leurs sessions il y a quelques jours, mais avec beaucoup d'interrogations. Certains ont dit: oh, les parlementaires jusqu'ici n'ont pas évoqué la question des tensions sociopolitiques et sécuritaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Certains leur ont reproché beaucoup d'autres actions concernant, d'absence concernant peut-être le quotidien de nos citoyens. Il y a d'autres sujets qu'ils ont évoqués. Mais voilà une question qu'on peut se poser. Pourquoi se bagarrent-ils nos parlementaires? On a vu la sortie d'un de ces parlementaires notamment qui évoquait le jeu trouble de ses collègues ou de l'opposition dans laquelle lui-même il se situe. Alors, à coup de joute verbale, de prise de parole et de position dans l'hémicycle, on s'est rendu compte que c'est l'opposition qui accuse l'opposition de s'enrichir au détriment des populations et de tromper les populations alors que les problèmes sérieux sont là. Et donc, dans ces joutes verbales entre partis de l'opposition présents dans l'hémicycle, on se demande finalement
qu'est-ce que le peuple en tire? C'est clair. Et dans ces conditions-là, qui leur a donné la confiance par rapport à leur présence au Parlement? On s'imagine bien qu'il y a eu élection. Et quand pointe à l'horizon d'autres échéances électorales, où on annonce finalement que le taux d'inscrits, notamment pour le cas du littoral, a baissé comparativement à la même année, c'est-à-dire les nouveaux inscrits, cela peut nous poser des questions. Ces parlementaires et hommes politiques ne sont-ils pas la raison du découragement de nos concitoyens par rapport à l'engagement sur le champ politique? À force de nous offrir ce type de spectacle-là, quel est le reflet qu'ils envoient à ceux qui sont potentiellement attendus pour aller s'inscrire et participer à ces élections locales? Puisque entre eux, ils finissent par nous dire qu'ils ne font qu'un jeu trouble et que finalement, nous n'avons pas le droit, ou alors nous n'avons pas la possibilité de leur faire confiance. Et voilà donc autant de situations qui s'entremêlent et qui nous font penser que ces parlementaires ratent peut-être le coach du sentier dans lequel les populations les attendent. Ouais. Il y a sans doute beaucoup de choses à faire au Parlement. Ils en font sans doute beaucoup que nous ne connaissons pas. Mais quel triste spectacle que de voir des parlementaires, et surtout de l'opposition, qui accusent souvent le parti au pouvoir d'être la source de tous nos malheurs, de se tirer dessus comme ça pour des questions de prébande, avec des arguments d'embourgeoisement, et peut-être même aussi des arguments que certains ont évoqués de troubles jeux dans la conscience collective et politique de notre pays. C'est triste tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Christian Debeau, d'être passé ce matin en 8 minutes. Vous avez fait le tour de 3 sujets. C'est un record, ça, tiens. Passez un excellent week-end et révélez-nous, si Dieu le veut, ce sera quoi? Lundi, hein? Je vous le souhaite aussi, un excellent week-end, en espérant qu'on aura tous un peu plus de forme lundi. Voilà, et on aura peut-être des suggestions de la part de nos téléspectateurs qui savent qu'ils peuvent, ils peuvent évidemment le faire via notre page Facebook. Vous allez sur Facebook /Canal Matin et vous nous proposez, pourquoi pas, des sujets pour Monsieur Debeau. Hein. Nous sommes preneurs, puisque nous abordons les sujets liés à l'actualité, donc c'est un regard. Et la contribution de nos téléspectateurs serait la bienvenue. Tout à fait. Passez donc un bon week-end. Nous allons maintenant, Chouchou, alors qu'il est 7h passé de 52 minutes, souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur Wafo Kamga Alain Brice. Wafo Kamga Alain Brice, joyeux anniversaire. Vous avez fait le déplacement de Paris pour célébrer votre anniversaire. Voilà, il est parti de Douala pour Paris pour aller célébrer son anniversaire. C'est ça aussi le Cameroun. Hein. Bah Wafo Kamga Brice Alain. Donc, joyeux anniversaire à vous. Et puis, un joyeux anniversaire à un sage, c'est Monsieur Roger Zoa. Monsieur Roger Zoa, vous êtes à Yassa, par Douala. Vous aurez un an de plus demain, 13 juillet, Roger Zoa. Il y aura une grande fête au domicile familial. Vous êtes invité, Chouchou. Ce sera à partir de 20h. Roger Zoa, joyeux anniversaire à vous. Et puis, joyeux anniversaire à Sa Majesté Messanga, Awondo Emmanuel. C'est de la part de votre fille Christelle Meyang, Sa Majesté Messanga Aoudo Emmanuel, qui aura un an de plus aussi demain, 13 juillet. Alors, est-ce que vous savez que du côté du Tchad, il y a beaucoup de Camerounais qui nous regardent? Ah bah bien sûr, ils sont... Merci à toutes les personnes qui nous regardent au Tchad. On va tout simplement dire merci à Adrast Tétiondon, monsieur Adrast Tétiondon, voilà, qui nous regarde du côté du Tchad, un fidèle de Canal Matin. Merci pour votre fidélité. D'accord. Sentez-vous flatté. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est peut-être faire plaisir à toutes les personnes qui ont décidé de convoler en juste noces. Oui. C'est-à-dire que si vous avez décidé de convoler en juste noces ce week-end, un peu comme Copo, notre auteur-compositeur qui a finalement vu sa go. Alors, si vous avez décidé de convoler en juste noces, ça veut dire forcément que vous avez trouvé cette personne qui vous comprend, qui fait tout pour que vous soyez heureuse. Voilà, cette personne... Qui vous accepte comme vous êtes. Voilà. Qui est prête à tout pour vous. Voilà. Eh bien, c'est ton pied, mon pied à l'instant. Blanche Bailey.